C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Saké sous les feux des combats. Cette ville dans l'est de la République démocratique du Congo est considérée comme le dernier verrou avant Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Depuis plusieurs jours, les affrontements entre le M23 et les FARDC sont violents. Le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, est sur place. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. L'appel de l'UNICEF pour le Soudan, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance a tiré la sonnette d'alarme. Le pays en guerre depuis 10 mois a besoin en urgence d'aide humanitaire. L'aide acheminée dans le pays n'est pas suffisante. Des dizaines de milliers d'enfants sont menacés par la famine. Les détails à suivre. Et puis les éléphants reçus au palais présidentiel. Les joueurs ivoiriens vainqueurs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ont été reçus par le président Alassane Ouattara ce mardi. Ils ont été décorés et honorés pour leur victoire. Tous les regards se tournent vers la ville de Saké dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette cité stratégique est considérée comme le dernier verrou vers Goma. En d'autres termes, si Saké tombe, Goma est en danger. Et depuis plusieurs jours, les combats font rage dans cette ville située à une vingtaine de kilomètres de Goma, entre les rebelles du M23 et les forces de la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte que le ministre de la Défense s'est rendu sur place. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Des détonations d'armes lourdes ont à nouveau été signalées aux environs de Saké. Les combats opposent l'armée congolaise appuyée par des milices locales au M23, soutenues lui par le Rwanda. Alors les humanitaires à Goma s'inquiètent de l'afflux de blessés civils. Le CICR explique prendre en charge 120 blessés alors qu'il dispose d'une capacité de 64 lits. C'est dans ce contexte que le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, est arrivé à Goma. Une deuxième visite en moins d'une semaine où il affirme que tout est mis en œuvre pour protéger les populations. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Le ministre affirme également que les troupes de la SADC sont à l'offensive aux côtés des militaires congolais. Des forces congolaises renforcées ces derniers jours en bataillon et en matériel, selon le porte-parole de l'armée dans le Nord Kivu. Alors selon un document des Nations Unies consulté par nos confrères de l'AFP, l'armée rwandaise est accusée d'avoir utilisé des missiles solaires contre l'armée congolaise. Alors les Nations Unies se sont dites inquiètes, je cite, de cette escalade de violence et ont condamné une nouvelle fois l'offensive du M23. Des condamnations qui ne suffisent pas. À Kinshasa, des mouvements de colère ont éclaté hier et le week-end dernier. Des manifestants ont pris pour cible des ambassades. Ils accusent la communauté internationale de complicité. Hier soir, après une journée de colère, le ministre de l'Intérieur a condamné ces actes de violence et a annoncé l'interdiction des regroupements de plus de 5 personnes dans la commune de La Gombe et l'interdiction de circulation des mototaxis. On part à présent au Soudan. Ce pays en guerre est coupé du monde depuis le 5 février en raison de coupures du réseau téléphonique. Mais depuis la nuit de lundi à mardi, une partie de la population a de nouveau accès à l'un des 3 opérateurs du pays. Un soulagement, comme nous l'explique notre correspondant régional Bastien Renouille. Selon plusieurs déplacés qui vivent à Port-Soudan et que j'ai pu contacter, le retour du réseau téléphonique dans cette ville, aujourd'hui capitale de facto de la zone contrôlée par l'armée, a été accueilli par des cris de joie. Des personnes sont descendues dans la rue pour célébrer le retour du réseau téléphonique. Alors, que s'est-il passé exactement? Eh bien, selon des sources proches de l'armée, les forces de soutien rapide ont commencé à couper le réseau téléphonique à partir du 5 février. Il leur a fallu 2 jours pour y parvenir totalement. Et depuis, eh bien, le Soudan tout entier était coupé du reste du monde. Il n'y avait plus accès au téléphone et à Internet. Alors, l'opérateur soudani a peu à peu réussi à remettre en place un réseau téléphonique en déplaçant son centre de données vers Port-Soudan. Il faut savoir que Soudani est une propriété de l'État soudanais et donc qu'il est assez proche des autorités militaires. Cela posait de gros problèmes logistiques pour les ONG. Il faut pouvoir s'organiser et pour cela, il y a besoin d'accès au réseau téléphonique. Mais cela posait aussi de gros problèmes
à la population. Tout d'abord parce qu'il n'y a plus beaucoup de banques ouvertes au Soudan. Il est quasiment impossible de retirer de l'argent. Alors les Soudanais utilisent les applications mobiles pour s'effectuer des virements. Et puis ensuite, cela posait un problème car ils ne pouvaient plus parler à leurs proches. Impossible de prendre des nouvelles de la famille, que ce soit pour les personnes vivant toujours au Soudan ou celles qui ont réussi à fuir à l'étranger. Donc, eh bien, le retour partiel du réseau au Soudan est accueilli avec un grand soulagement pour la majeure partie de la population. Et la coupure du réseau téléphonique a des conséquences sur l'acheminement de l'aide humanitaire, une aide indispensable dans ce pays en proie à une guerre civile depuis 10 mois. Des dizaines de milliers d'enfants pourraient mourir si cette aide humanitaire n'est pas considérablement augmentée. L'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, a tiré la sonnette d'alarme. Rebecca Martin. Le monde doit cesser de fermer les yeux sur le conflit au Soudan. C'est l'appel lancé par le porte-parole de l'UNICEF ce lundi. Selon James Elder, des centaines de milliers d'enfants pourraient mourir de faim, faute d'aide humanitaire. Plus de 700 000 enfants risquent de souffrir de la forme la plus dangereuse de malnutrition cette année. L'UNICEF ne sera pas en mesure de s'occuper de plus de 300 000 d'entre eux sans un meilleur accès et un soutien supplémentaire, auquel cas il est probable que des dizaines de milliers d'entre eux meurent. Depuis avril dernier, la guerre fait rage entre l'armée du général Al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Daglo, ancien numéro 2 du pouvoir militaire. Près de 11 millions de personnes ont été déplacées, dont 4 millions d'enfants. Et si les parties ont accepté de se rencontrer sous l'égide de l'ONU pour parler de la situation humanitaire, tous les efforts de négociation de trêve ont échoué jusqu'à présent. Sans cessez-le-feu en vue, nous devons nous concentrer sur deux choses. D'abord un accès sécurisé et sans restriction à l'aide humanitaire, ensuite une assistance internationale afin de maintenir en activité les secours donnés aux enfants, dont la survie dépend de cette aide. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Selon l'UNICEF, le nombre d'enfants tués, violés ou recrutés en tant que soldats aurait été multiplié par plus de 5 en 10 mois et 18 millions de personnes seraient confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Retour progressif au calme à Dakar, au Sénégal. La marche silencieuse organisée par la société civile n'a finalement pas eu lieu, faute d'autorisation de la préfecture. Une nouvelle réunion du collectif Art Sounou Élections s'est tenue ce mardi pour discuter d'une nouvelle mobilisation. Écoutez cette réaction au micro de notre envoyée spéciale, Julie Dungeloff. Nous allons tenir cette marche et qu'on a invité toutes nos régions. Nos régions sont en train de se mobiliser et toutes les régions vont déposer des marches pour qu'il soit une marche nationale et la diaspora va se mobiliser. C'est en se mobilisant qu'on va boucher les lignes. Jusqu'au 2, Macky Sall est le président de la République. On l'a élu pour 5 ans. Et le 2, stop terminus, il n'est plus président de la République. Et nous, au niveau de sous nos élections, nous n'allons plus reconnaître Macky Sall comme président de la République. Les éléphants à l'honneur aujourd'hui à Abidjan après leur victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Ils ont été reçus à la présidence pour y être décorés. C'est la 3e fois que l'équipe ivoirienne remporte cette compétition. La correspondance à Abidjan de Makamara. 50 médailles ont été décernées. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, a été fait commandeur de l'ordre national. Alain Gradel et Serge Aurier, les 2 anciens de l'équipe et aussi capitaines de cette sélection nationale, ont été faits chevaliers de l'ordre national du mérite. Les 21 autres joueurs ont été élevés au rang d'officier national. Une histoire marquée par des incertitudes et des doutes. Aujourd'hui, une équipe prête à se mettre à la disposition d'une nation pour relever d'autres défis. Ici présents dans cette équipe, nous avons des enfants issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et nous avons montré à la Côte d'Ivoire qu'une Côte d'Ivoire unie est capable de beaucoup de choses. Nous sommes votre commando. Témoin de ces 3 trophées que la Côte d'Ivoire a remportés en 1992, alors qu'il était encore Premier ministre, en 2015 et aujourd'hui en 2024, le président Alassane Ouattara s'est dit fier de cette sélection nationale. Il a profité de l'occasion pour inviter son peuple à une cohésion nationale née de cette compétition. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez réussi à réunir les Ivoiriens en un seul peuple. Le prochain objectif de Faye Ernest et son équipe
sera celui de la qualification pour les phases de la Coupe du Monde. Au Gabon, les couples stériles peuvent désormais recourir à la fécondation in vitro. Depuis 2022, le centre hospitalier universitaire Mère-Enfant de Libreville a ouvert un service entièrement dédié à la protection médicalement assistée, à la procréation médicalement assistée. Seul problème, la pratique reste taboue et elle n'est pas prise en charge par l'État. Reportage de nos correspondants Ismaël Obiangze, Marcel Amoko et André Yakana. Sa petite fille de 6 mois dans les bras, celle que nous appellerons Sylvie, est aujourd'hui une mère comblée grâce à la procréation médicalement assistée. Comment tu vas? Ce jour-là, elle vient pour une consultation de routine au service PMA de l'hôpital Mère-Enfant de Libreville. Pour cette esthéticienne de 40 ans, avoir un enfant était devenu une véritable obsession. La PMA reste un sujet tabou au Gabon. Malgré le succès que rencontre cette technique, les femmes comme Sylvie qui y ont recours préfèrent rester anonymes par crainte d'être stigmatisée. Je suis tellement heureuse parce que je n'arrivais, en fait, j'avais plus espoir. Quand je la vois, je me dis simplement merci Seigneur, merci de t'être souvenu de moi, merci pour cette grâce, merci pour cette bénédiction pour ce bébé miracle. Ne pas avoir d'enfant biologique est considéré comme un échec pour de nombreux couples gabonais. Rejetés par leurs familles respectives, Stéphane et Marina, la trentaine, en couple depuis 5 ans, ont décidé de franchir le pas et de se confier à leur médecin. Je chuchote, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, pourquoi depuis vous n'avez pas de petits? Et ça fait mal pour une femme de voir mes sœurs aussi qui ont des enfants et moi pas. J'ai vraiment hâte d'être sous traitement. Mais pour être sous traitement, il leur faudra braver le coût de la fécondation in vitro, compris entre 2,7 millions de francs CFA, un peu plus de 4 000 euros, et 3,5 millions de francs CFA, plus de 5 000 euros. Sans une prise en charge de l'État, cette somme est inaccessible pour les couples à revenus modestes. Ça peut paraître cher, mais lorsqu'on met tout ce qu'on met dedans, tout ce qu'on mobilise pour faire ça, l'hôpital est obligé de supporter le coût de la fécondation in vitro. Ce qu'il faut retenir au Gabon, je crois que nous sommes en Afrique, le pays le moins cher. Depuis son ouverture en 2022, le centre hospitalier universitaire Mère-Enfant de Libreville a réalisé 117 fécondations in vitro pour 33 grossesses et 22 accouchements, ce qui représente un taux de réussite de 32%, des résultats mitigés qui traduisent le chemin qui reste encore à parcourir. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Sarah Boubakri, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.